Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui exceptionnellement je ne suis pas à l'extérieur puisque cette vidéo est un petit peu improvisée. Je voulais réagir en fait à une découverte archéologique qui a été publiée il y a quelques jours et notamment relayée en France par le site de National Geographic et Sciences et Avenir. Donc cette découverte archéologique a été faite par Annika Larsson, donc une spécialiste des vêtements à l'université d'Uppsala en Suède, et elle concerne un galon de soie cousu de fil d'argent. Alors un galon, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une bande de tissu qui est en fait brodée, puis cousue par exemple sur une manche de vêtement. Donc ce galon laisserait apparaître les mots Allah et Ali brodés en écriture koufique. Donc Allah, c'est bien sûr le nom de Dieu en arabe, Ali c'est un grand personnage de l'islam, disciple de Mahomet, et le koufik c'est une ancienne forme de calligraphie de la langue arabe. Donc je cite Annika Larsson qui déclare: un détail fascinant est l'inscription du mot Allah en miroir. Elle déclare également: dans le Coran, il est écrit que ceux qui iront au paradis seront vêtus de soie, ce qui, avec les inscriptions tissées, peut expliquer la popularité de la soie pour les costumes funéraires vikings. Fin de citation. Donc, à partir de ces éléments-là, elle en conclut en fait que l'islam aurait influencé les rites funéraires et probablement la croyance des Vikings en un paradis, en tout cas, après la mort, comme dans toutes les religions monothéistes. Alors cette théorie m'a bien sûr fait tilter, donc j'ai décidé de faire quelques recherches et voilà les conclusions que j'ai pu en tirer. Donc sur le site de National Geographic, on peut déjà relever une contradiction, puisqu'il est écrit dans l'article, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc il est écrit: les vêtements étaient conservés depuis plus d'un siècle, laissés de côté car ils ne semblaient pas différer des costumes traditionnels vikings. Fin de citation. Et plus loin, on peut lire: Larsson explique par ailleurs que les petits motifs géométriques figurant sur ces vêtements funéraires n'avaient rien de commun avec ce qu'elle avait pu voir en Scandinavie. Fin de citation. Donc évidemment, il s'agit d'une contradiction, puisque d'un côté on dit que ces vêtements ont été mis de côté parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, et de l'autre, ils sont complètement hors du commun parce qu'ils ne ressemblent pas aux costumes traditionnels vikings. Alors comme précisé dans le texte, ce galon ne date pas d'hier, et il a été découvert il y a déjà plus d'un siècle, et il a été étudié notamment par Agnès Geiers dans un livre de 1938 qui s'appelle Birka 3, Textilfunde aus der Gräben, qui veut dire Birka 3, les trouvailles textiles des tombes. Donc dans ce livre, on peut voir une reconstitution justement du motif intégral qui était brodé sur ce galon. Donc on peut constater justement que ces motifs n'ont rien d'extraordinaire puisqu'ils représentent des swastikas. Swastika qui est un motif qui est assez courant dans tous les peuples germaniques et notamment chez les vikings. Donc je vois pas trop ce que ces motifs ont d'extraordinaire dans le contexte. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde arabe, la svastika n'est pas du tout un motif qui est utilisé à des fins religieuses. On trouve bien quelques svastikas chez les Indo-Iraniens, qui sont à l'origine des Perses, qui ont ensuite été arabisés, et avec lesquels les Vikings commerçaient, mais en tout cas, ce peuple n'utilisait pas la svastika à des fins religieuses. Donc clairement, ce galon est brodé avec des motifs d'inspiration européenne, voire éventuellement slave, puisque ce galon ne ressemble pas à des galons arabes, mais ressemble plus justement à des galons russes traditionnels que l'on peut rencontrer encore aujourd'hui sur les costumes traditionnels. Donc maintenant je vais vous montrer plusieurs photos. Donc déjà l'original du galon qui a été étudié par Annika Larsson. Ensuite la reconstitution du motif brodé qui a été faite donc par Agnès Geiers. Et maintenant, la reconstitution qui a été faite par Annika Larsson. Donc là, on peut clairement voir qu'il y a une différence, puisqu'il y a une partie du motif qui a été extrapolée, en fait, qu'on ne retrouve pas sur l'original, mais qui a été extrapolée par Annika Larsson. Et sans cette extension, en fait, le motif qui est brodé n'a aucun sens en caractère koufique. Alors, on peut se demander pourquoi elle a rajouté cette extension, sachant que quand on observe l'original, on voit bien qu'il est bordé, que le motif est bordé en fait par un liseré,
qui est continue. On ne voit pas de trou, puisque, étant donné que l'extension de Larsson est largement est beaucoup plus large que le motif original, il devrait y avoir des discontinuités dans ce liseré, pour laisser passer justement le motif. Alors même si la théorie et l'extrapolation d'Annika Larsson était véridique, on pourrait encore se demander pourquoi ce mot est donc brodé à l'envers, et pourquoi il faut absolument le regarder dans un miroir pour qu'il veuille dire quelque chose. Donc selon elle, il s'agirait en fait d'une technique tout simplement pour qu'il soit lu de droite à gauche, puisque l'arabe se lit de droite à gauche. Mais on peut se demander pourquoi, étant donné que les Vikings étaient de toute façon non lettrés. Donc qu'il s'agisse en fait d'une lecture ou de vouloir éventuellement cacher ce mot à caractère religieux, ben, je vois pas la nécessité, étant donné que voilà, les Vikings étaient une société de tradition orale et qui n'étaient pas lettrés, malgré qu'ils reconnaissaient probablement certains symboles runiques ou autres, mais globalement ils n'étaient pas lettrés. De plus, Annika Larsson, donc pour trouver en fait le mot Allah en caractère koufik dans cette broderie, elle fait référence à l'architecture arabe, et notamment à des mosaïques et des gravures qui sont beaucoup plus récentes en fait que ce galon lui-même qui date donc du Xe siècle. Alors que le koufik est à la base une calligraphie, donc une écriture manuscrite qui ne présente pas justement des motifs géométriques ou à angle droit comme ils sont présents sur cette broderie. Donc je ne suis pas un spécialiste du koufik, mais c'est quand même un élément qui peut porter à confusion. Donc concernant l'utilisation de la soie des prétendues fins religieuses, donc là je vous renverrai à ma précédente vidéo où je décris la société viking, et notamment le lien qui existe entre les possessions matérielles et la hiérarchie sociale. Quelque chose que j'ai pas précisé dans cette vidéo, c'est que les Vikings ne battaient pas leur propre monnaie. Ce qui veut dire que pour leurs échanges commerciaux, ils étaient obligés d'utiliser comme monnaie d'échange soit des marchandises, soit des métaux précieux, soit des matériaux qui étaient rares, dont la soie fait partie, puisqu'ils ne la produisaient pas eux-mêmes. Ils étaient donc obligés de l'importer, ce qui en faisait un matériau rare, donc précieux, donc avec une grande valeur marchande. D'autant plus que la majorité des vêtements vikings étaient composés de lin ou de laine, qui sont des matériaux qui sont un petit peu rêches, qui grattent un petit peu. Donc à côté de ça, vous mettez la soie qui est un matériau très fin, très souple. Ça devait être vraiment considéré comme un matériau d'exception, d'autant plus qu'ils ne savaient pas le fabriquer. Et là, je peux faire le parallèle avec nos coutumes actuelles d'inhumation. Donc certains cercueils les plus luxueux sont recouverts de soie à l'intérieur. C'est pas pour autant qu'ils sont inspirés par une pratique musulmane. Et chez les Vikings, c'est exactement pareil. Je vois pas pourquoi, lorsqu'ils auraient inhumé un être cher, ils l'auraient enveloppé dans des oripeaux d'esclaves ou dans des chutes de voiles de navires. Ça n'a aucun sens. Donc forcément, ils utilisaient les matériaux les plus rares, ses plus beaux vêtements, pour l'inhumer en rapport justement avec sa richesse personnelle et sa catégorie sociale. Donc voilà, pour moi, cette interprétation religieuse, elle n'a pas vraiment de sens et pas de fondement, puisque si on fait le rapprochement avec une autre découverte archéologique qui a été faite en Suède et qui correspond à peu près à la même période, qui est le Bouddha de Helge, qui est un Bouddha en bronze, donc, qui a été découvert dans une tombe viking, plus ou moins de la même période. Pourquoi, dans ce cas, il n'y a pas eu d'articles qui ont vanté les influences bouddhistes dans les rites funéraires vikings? Pourtant, là, il ne s'agit pas d'une extrapolation d'un motif qui pourrait être koufik si on le regarde à travers une loupe ou à l'envers ou avec la tête en bas, ce qui est quand même un peu emberlificoté. Là, il s'agit d'un Bouddha, donc clairement une représentation religieuse. Pourtant, là, on ne fait pas le rapprochement. Je trouve ça vraiment curieux. Donc voilà, en partant de tous ces éléments, pour moi cette découverte prétendument archéologique est absolument pas valable, et elle découle plus en fait d'une volonté politique de donner une légitimité historique à l'acceptation de l'islam en Suède, puisque bien sûr, comme tous les autres pays d'Europe, ils sont actuellement confrontés à la question des migrants, dont la majorité sont musulmans justement. D'autant que l'archéologie en Suède, elle a une notion tout à fait particulière de l'histoire, puisque curieusement, ça fait quand même écho à
une autre polémique qui a eu lieu cet été, donc peut-être que vous en avez entendu parler, mais il s'agit en fait d'un archéologue qui travaille pour le muséum de Stockholm, et qui a essayé d'alerter les journalistes donc d'une pratique qui serait, qui serait courante en fait depuis 2016, et qui concerne en fait tous les artefacts de l'âge du fer, donc dont les artefacts de l'ère viking font partie, et qui consisterait en fait à que tous les artefacts qui soient constitués de matériaux ferreux soient directement jetés, en fait mis à la benne de recyclage, sans avoir aucun traitement archéologique ou même tentative de conservation, au motif que ces artefacts sont trop nombreux et donc trop chers à conserver sans intérêt historique particulier. Alors je trouve ça quand même tout à fait curieux, surtout qu'un pays comme la Suède, qui se débrouille quand même pas trop mal économiquement parlant, n'ait pas le budget pour traiter et puis conserver par exemple cet anneau d'amulette qui a été jeté apparemment, alors qu'en France, où les archéologues se plaignent constamment du manque de budget, pourquoi en France on arrive à trouver du budget justement pour conserver des petits morceaux d'amphore qui ont pourtant très peu d'intérêt historique, étant donné qu'on marche quasiment dessus tellement ils sont nombreux. En conclusion, la Suède est vraiment dans une démarche de déni de son passé, de déni de ses origines, puisque les artefacts qui sont jetés, dont j'ai parlé, correspondent à une période païenne de l'histoire de la Suède, puisque l'âge du fer s'arrête avec l'âge des Vikings. Donc on est vraiment dans une démarche de déni de ses origines, déni de son passé, d'autant que les archéologues n'ont même pas le droit de conserver ces artefacts pour leur collection personnelle ou de les donner à des collectionneurs privés. Ils doivent systématiquement les détruire, donc on est vraiment dans une démarche de destruction de son patrimoine et de ses origines, pour en fait installer une espèce de doctrine officielle qui serait un peu biaisée par rapport à la réalité historique, mais qui colle à un agenda politique. Donc c'est vraiment dommage, mais ça a l'air d'être une pratique assez courante de nos jours, dans les pays scandinaves en particulier. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que j'ai pu éclairer un petit peu ce sujet si vous n'en avez pas entendu parler avant. Donc me croyez pas sur parole, hein, allez faire vos propres recherches. Je vous mettrai des liens, de toute façon, vers mes différentes sources dans la description de la vidéo. Et voilà, essayez de réfléchir un peu par vous-même à ce problème, et à voir où est la frontière, en fait, entre la réalité historique et la volonté politique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et à la prochaine, donc pour la fameuse saga islandaise, on y arrive enfin.